Donc bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce live. Donc on est sur un Friday. L'idée c'est, on est avec un invité aujourd'hui qui va nous parler de son expérience, ses formations, un peu tout ce qu'il a fait. Et l'idée aussi c'est que vous veniez poser vos questions, donc poser les questions que vous voulez, que ce soit sur le développement, sur le monde de l'entreprise, sur le métier de développeur ou sur des choses à côté, des passions, des préférences dans le dev. On est là pour vous répondre tous les deux. Et donc aujourd'hui, on reçoit Quentin Laurent qui va se présenter. Donc Quentin, dis-nous un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais, donc moi c'est Quentin, j'ai 32 ans, Mhm. j'habite en Vendée depuis l'année dernière, à Saint-Jean-de-Mont sur la côte. Avant j'étais nantais et j'ai quitté la grande ville pour m'installer à la campagne et vivre la vie de développeur en dehors de la grande ville. Le rêve. Le rêve, pour le rêve ça dépend, hein, il y a beaucoup de gens qui aiment la ville. Ouais. Moi je suis développeur officiellement on va dire depuis 2013. Euh, Parce qu'à la base, je n'ai pas fait de formation d'informatique. Moi, j'ai fait une formation d'ingénieur industriel plutôt, à l'IST Vendée, ou l'ICAM, enfin, c'est le nouveau nom. C'est une formation que j'ai fait en alternance, c'est-à-dire que les 3 dernières années, j'étais dans une boîte du groupe Schneider Electric et je faisais, on va dire, l'amélioration continue dans l'atelier. Donc, j'ai dans ce cursus fait très peu d'informatique à part du Excel, du VBA, un peu de base de données, enfin bref, des notions très très industrielles et pas l'informatique comme on le connaît ici. Donc voilà. Mais pourquoi alors j'ai fini en 2012 et pourquoi dès 2013 développeur? C'est déjà moi l'informatique ça a commencé à 4 ans. À 4 ans en 93. Je commençais sur un Windows 3.4, 3.4, je sais plus, avant Windows 95. Bon, c'était plus pour, on va dire, jouer, mais enfin bref, je bidouillais. Je savais utiliser à cette époque un ordinateur de façon plus ou moins autonome. Euh, et après, quand j'ai commencé à rentrer au collège, c'est là où j'ai commencé à avoir Internet pas mal en avance par rapport à mon entourage. Et c'est là en fait que la chose a vachement bougé parce que finalement, euh, le savoir, on va dire, sur Internet a commencé à s'ouvrir à moi assez facilement. Euh, Comment développer des petits trucs, etc. À l'époque, il y avait encore des magazines qui s'appelaient Développeur ou je sais plus, Développer, où on achetait le truc, il y avait un petit CD-ROM avec les codes sources, dedans il t'expliquait. Enfin bref, je me rappelle très bien, j'avais 7 8 ans, où je reproduisais juste un script en OpenGL, en C OpenGL pour faire une sorte d'animation dans un tuyau. Au final, je ne l'ai pas codé moi-même. Je comprenais quasiment rien, mais j'arrivais à le reproduire. Et à cet âge-là, c'était déjà intéressant de sentir manipuler les choses, même si on ne les comprenait pas. Et puis au fur et à mesure, après, je commençais à m'intéresser plus au web. J'ai découvert le site du zéro, vraiment dans les débuts, quoi. À l'époque, c'est même, j'avais découvert le site du zéro plus par rapport à Half-Life et Counter-Strike pour apprendre à coder ma map. Et C'est comme après, ça j'ai qu'il s'est fait bifurqué connaître. sur, ouais, après j'ai bifurqué sur le HTML, sur le PHP, et puis voilà, au fur et à mesure, hein, j'ai appris. J'ai même envie de dire, au début de lycée, je me disais, tiens, je voudrais bien être ingénieur informaticien. Enfin bref, le mot un peu à la mode à l'époque, ça voulait tout et rien dire. Même limite à l'époque, un ingénieur informaticien, c'était un même chanson, c'était ingénieur informaticien. Enfin, bref, tu disais ça, les gens se foutaient de ta gueule juste par rapport à l'image un peu nerd que ça donnait, sans savoir vraiment ce que c'était. Et finalement, ingénieur informaticien, ça veut rien dire aujourd'hui. C'est comme dire aujourd'hui, je suis ingénieur industriel, ça veut rien dire du tout. C'est juste, on va dire, un degré de compétence que tu as acquis à l'école. Mais après, t'en fais ce que tu veux, tu peux être sur plein de postes, c'est plus un savoir-faire, un savoir-être plus qu'une compétence précise. Donc voilà, donc du coup, à la fin de mes études, j'avais déjà un projet entrepreneurial en tête. Même pendant mes études, j'ai fait ce qu'on appelle les entrepreneuriales. C'est un challenge étudiant de création d'entreprise que j'avais fait voilà, en 2010. Voilà, ça confortait mon côté très entrepreneur.
que j'avais. Et puis finalement, en 2013, j'ai monté une boîte qui s'appelle Timbreos. Donc Timbreos, c'est de la carte postale personnalisée en ligne. Donc voilà, l'idée c'est en ligne, on crée sa carte postale avec ses photos, l'adresse, et puis le lendemain, il y a une vraie carte postale qui est produite physiquement, qui est envoyée à ta place à la poste chez le destinataire. Donc c'est un système qui marche, qui a marché, d'un point de vue technique. D'un point de vue commercial, pas du tout. Pourquoi? Parce que ingénieur industriel, jeune, plein d'idées, on se concentre sur la technique, le budget technique, et j'avais même un outil de production, je produisais moi-même. Mais derrière, le marketing, la communication, ça m'est passé complètement dessus. Et c'est là où tu peux faire des trucs qui tournent très bien, et si tu sais pas les vendre et te faire connaître, bah, ça vivote. Oui. Alors que tu peux faire de la merde. Tu peux faire de la merde qui marche, mais à une super com, et tu vas vendre à fond, quoi. Donc voilà, bon, j'ai créé Timbreos. Donc c'est une boîte qui existe toujours parce que finalement, en fait, c'est une entreprise où il n'y a que moi dedans. Je m'en sers vraiment pour toutes mes activités, même pour le dev, etc. Et donc comme Timbreos, ça a vivoté, etc., je me suis vite retrouvé à faire du freelance, bah, pour manger. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus de freelance sur, sur des sites, on va dire, sur du PHP, sur du WordPress, des trucs qui se faisaient assez facilement, sur de l'intégration. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré un, un client à l'époque pour qui je dépannais, je sous-traitais. Et en fait, en 2015, on a créé une autre boîte ensemble. Parce que lui, il avait coulé sa première boîte et on a créé une boîte de dev ensemble qui s'appelle Nepap. Nepap, APP à la fin pour le jeu de mots application. Donc l'idée c'était voilà, de faire du dev mais un peu plus poussé, plus tourné application, de développer des applis sur mesure, des CRM, des applis mobiles, des trucs plus spécifiques, clairement sur des projets qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on fait tout seul en général, avec, avec on va dire une démarche plus agile, une démarche plus de conseils en amont avec des ateliers de création, des ateliers de conception, un suivi, une progression dans le développement. Donc ça depuis 2015 et moi j'étais plutôt on va dire un directeur technique même si on était que deux finalement ça n'a pas trop de sens et mon associé faisait du dev et le commerce plutôt. On a eu des alternants, des stagiaires, jamais vraiment de salariés mais voilà, on a toujours travaillé à plus que deux en général. Et puis fin d'année dernière, j'ai mis fin à mon partenaire, mon association du coup, sur Nepap, parce que j'ai évolué, j'avais plus envie de travailler à deux dans une structure. J'étais plus en accord, on va dire, avec les idées de mon associé, avec son mode de fonctionnement, avec la typologie des projets. Je voulais revenir sur des projets beaucoup plus petits, avec des relations beaucoup plus proches des clients. On est plus sur de la dépanne, des améliorations, développer des petites problématiques. Et finalement, c'est des choses quand on a le réseau, etc., qui se font très bien, dans lequel on vend comme il faut les choses, c'est-à-dire que on, on se retrouve pas à faire 10 jours de travail pour 5 jours vendus, et donc finalement se mettre en danger financier, en galère. Et puis en fait, je voulais aussi faire un peu plus de choses, continuer le mentorat que je fais depuis, on va dire, depuis 6 ans, enfin, depuis quasi le début d'Open Classroom. Faire du freelance à côté. Et en fait, je suis même en train de créer une autre activité, une troisième, qui est complètement rien à voir. Je suis en train de devenir maroquinier à côté. Voilà. Euh, L'idée, c'est d'être assis sur une activité web qui fonctionne et qui rapporte. On va dire, hein. Le web, ça a des taux journaliers intéressants quand on le vend bien. Et quand il n'y a pas de boulot, bah, je continue à faire de la maroquinerie parce que je sais clairement qu'on ne vit pas de la maroquinerie aujourd'hui. Ou alors faut s'appeler Hermès, mais c'est pas les salariés qui en vivent, c'est les patrons. Mais enfin bref, l'idée c'était de donner. Moi je suis très manuel, je fais beaucoup de choses autour de l'artisanat. Et d'intégrer ça dans mon activité professionnelle, c'était aussi déjà lui donner plus de poids dans le temps que je lui consacre, plus de valeur, c'est-à-dire plus de moyens pour arriver à faire des produits mieux finis. Et puis après les vendre aussi
ne pas rester que sur de la production, mais c'est une démarche où on fait découvrir ses produits, on crée, etc. Donc voilà, c'est de la côté qui peut ne pas trop marcher, c'est pas grave parce que je garde toujours la côté en support. Donc voilà. Je pense avoir fait un bon tour, alors forcément Ouais. j'ai sauté des choses. Ouais, mais ça donne déjà Mais on une verra. bonne idée de tout ce que tu as pu faire. Moi, je vais avoir deux, trois petites questions pour toi. Donc, si je comprends bien, tu as déjà créé plein d'entreprises. Bon, plein, non. Deux ou trois, Euh, en tout cas. ouais, alors j'ai même créé une fois un GIE avec d'autres, un GIE avec d'autres devs ou marketeurs, qui Mhm. était un franc échec. Alors un GIE, pour expliquer, c'est un groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire c'est une sorte d'association à but lucratif. Disons ça, c'est une structure juridique qui regroupe des freelances, on va dire, pour prendre des projets en nom commun. Mhm. Euh, mais clairement, on était quatre. Il y en avait moi plus potentiellement un deuxième un peu motivé dedans, mais les autres ils étaient plus en mode on branle rien, on attend que le boulot et l'argent viennent. Sauf que ça Mhm. marche pas comme ça. S'ils n'étaient pas impliqués, on partage pas l'argent avec les gens qui veulent gagner en faisant rien. Donc du coup, bah, cette boîte, paf, celle-là je l'ai coulée et ça m'a pas coûté grand-chose, mais c'était une bonne expérience de le savoir. Et donc Timbréo, c'est Neupap, donc ça fait 3. Ok. Alors, je rappelle, hein, pour tous ceux qui sont là, les spectateurs, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour y répondre. Moi, j'ai encore deux petites questions pour Quentin et après, on répond à vos questions. Euh, Si tu devais recommander justement quelqu'un qui débute, qui veut se lancer en freelance, est-ce que tu aurais un statut d'entreprise à recommander en particulier? Alors, juste en freelance dans le web, Ouais, du coup, dans le développeur web. la prestation de Développeur, service, quoi. prestation de service, clairement aujourd'hui le statut micro-entrepreneur c'est une aubaine, hein. Ne serait-ce que sur le coût des charges, Mm. euh, sur ce que ça implique par rapport à ce que je gagne, ce que je dois à l'État pour avoir mes prestations minimum sociales, etc. Les impositions, etc. On est sur des tarifs vraiment rien à voir. Alors moi, j'ai jamais été auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, j'ai tout de suite Mhm. été en SARL. D'accord. Parce que surtout sur Timbreos, au début, je faisais beaucoup d'investissements, j'avais beaucoup de production, etc. Donc le jeu de la TVA m'intéressait, de récupérer la TVA. Quand on fait un investissement de 8 000 euros, on récupère 1 600 € de TVA. Donc, enfin, c'est des choses qui ont un impact. Euh, mais bon, derrière, je dois aussi avoir un comptable que je paye tous les ans Mm. pour le suivi TA. Enfin bref. Mais ça permet de faire des choses plus grosses. Micro-entrepreneur, bah, ça permet juste de bosser, de vendre, de faire, de produire. Euh, En plus, derrière, on a quand même un abattement sur l'impôt sur le revenu. Si pour justifier des achats potentiels que vous feriez pour votre activité, mais si vous bossez de chez vous, vous dépensez rien, donc vous avez déjà 30% d'abattement fiscal sur vos impôts sur le revenu. C'est un avantage en plus. Euh, bon, ça paraît un peu technique quand je dis ça comme ça, mais quand on se pose la question et qu'on a commencé à payer des impôts, on réfléchit très vite à ce genre Mhm. de choses. Ça compte à ce moment-là. Euh, alors, le statut micro-entrepreneur, il est bien. Le statut auto-entrepreneur, avant, il était encore mieux. Oui. Il était vraiment, vraiment bien parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ACRE, qui est quand on est jeune créateur, au chômage ou quoi que ce soit, on a une aide sur les charges sociales. Euh, C'est toujours le cas, je crois, hein. Il y a ouais, toujours, alors, toujours l'acre, sauf mais. qu'avant, l'ACRE était sur 3 ans dégressif. Ouais, bah, c'est toujours le cas, c'est sur 3 ans dégressif. La Non, première année, c'est non. 100%, le Ah non, deuxième, non, c'est 50%. fini ça, Ah bon? c'est fini, ah, c'est fini. Ok, je Depuis, croyais. depuis 2020, c'est fini. Depuis 2020 ou fin 2019, ça a Ok. été une des dernières lois de finances. C'est que un an. Ah oui. C'est 50% pendant un an. Donc, par exemple, on paye 22% de charges normalement Mhm. en libéral. Bah, avec l'ACRE, tu payes que 11%. Ouais. Mais avant, sur auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, enfin bref, l'ACRE avant loi de finances 2019 qui est tombée en 2020, enfin bref, ou un an plus tard, enfin bref, c'est fini ça, mais avant c'était, on avait presque 100%, 66%, 33% d'abattement, c'était progressif, c'était vraiment intéressant. Mm. Après, clairement, c'était de la concurrence totalement déloyale, hein. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit ah oui, tu peux pas dire ça, etc. C'est la vérité. Euh,
c'est de la concurrence déloyale dans le sens où il y a des grosses boîtes, même des boîtes à taille humaine, hein, qui essaient de faire avec ce que les charges, l'impôt demande. Mais c'est vrai, on est face à des gens qui peuvent vendre moins cher pour gagner autant. Et quand je dis ça, dans le web, ça va, on se tire pas trop la bourre. Mais dans le bâtiment, dans les artisans, ça compte. Hein. Ouais, Quand un mec va faire ça à pas cher et qu'ils vendent 2 fois moins cher qu'un concurrent pour gagner pareil, bah, clairement, on parle de concurrence déloyale. Mais bon, après, derrière, on va te dire, tu peux pas dire ça parce que ça aide l'entrepreneuriat, ça aide des choses. C'est c'est- c'est une niche fiscale, hein. Ça reste une niche fiscale. On, on peut gueuler sur ça au même titre que les multinationales. Elles font de l'optimisation fiscale parce qu'il y a des niches fiscales, etc. Après, c'est où est-ce qu'on va orienter son scandale. Mais en tout cas, je conseillerais micro-entrepreneur. Il n'y a pas photo. Pour commencer, on peut l'ouvrir, on peut le fermer. On l'ouvre en une journée, même pas en 1 heure. On peut commencer son activité. On le ferme quand on a besoin. On paye ce qu'on doit au fur et à mesure. Il n'y a pas de surprise vraiment, à part peut-être la CFE au bout de la fin de deuxième ouais, année. Et encore, c'est une misère. euh, c'est une misère, mais bon, des gens n'anticipent pas, ils comprennent pas quand on leur réclame de l'argent. C'est pour ça. Euh, Après, c'est sûr que si on veut après aller plus loin, faire plus d'investissements, par exemple, si Ouais. on doit déployer des propres parcs de serveurs, avoir de plus en plus de logiciels, tout ça, bah voilà, là on commence à faire les choses. Moi aujourd'hui, euh, avoir une plus grosse structure, ça me permet aussi de faire des leasings particuliers, d'amortir des choses de façon différente. Bref, il y a des jeux comptables, mais ça c'est assez spécifique. Mm. Donc voilà, mais moi, entrepreneur, il n'y a pas photo. La question c'est si j'ai besoin de grossir, à ce moment-là, je verrai et j'aurai les moyens de conseiller, de consulter un comptable expert qui saura me dire ce qu'il faut pour évoluer. Mais ça sert à rien de se dire il me faut plus gros alors que fais d'abord et vois après. Très bien. J'avais une dernière question à te poser que je pose à tout le monde. C'est quoi pour toi un bon développeur? Euh, alors un bon développeur, c'est surtout pas quelqu'un qui connaît le langage par cœur. Il y en a qui vont se baser que sur ça. Je connais tout JavaScript. Ouais, et alors, est-ce que parce que tu connais tout JavaScript, tu sais faire une application qui fait ça? Ah non, pas forcément. C'est comme dire, est-ce que tu es un bon bâtisseur de maison? Ah ouais, je connais tous les outils. Ouais, mais c'est que parce que tu connais tous les outils d'un maçon, tu sais faire des murs comme il faut. Non. Un bon développeur, c'est quelqu'un qui a un minimum d'expérience quand même, qui a touché des choses un peu de façon large pour évoluer, pour créer, on va dire, pour apporter une certaine culture. Un bon développeur, c'est quelqu'un qui a de la culture du domaine. Hein, j'entends qui connaissent tous les rois de France, ça apporte rien, mais qui comprennent un peu toutes les technologies, comment elles interagissent entre elles, les notions, voilà. Pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi un tel a telle problématique. Bref, il y a beaucoup de notions de prise de recul. Alors là, c'est peut-être plus aussi ma vision de développeur avec un niveau ingénieur qui réfléchit comme ça, parce que l'ingénieur, il prend du recul, il veut comprendre tout l'environnement, Mm. etc. Pour anticiper les contraintes et faire les meilleurs choix pour être efficace. Mais le développeur, il est aujourd'hui, il utilise des technos qui évoluent tous les jours, Mm. qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, qui sont tendances, qui vendent, qui marchent plus, qu'il faut maintenir. Bref, il y a plein de contraintes parce qu'on est sur un domaine qui évolue beaucoup. Et donc il faut être très éveillé sur comment les choses fonctionnent, pourquoi cette machine, ce truc apparaît comme ça, pourquoi aujourd'hui JavaScript on a 3 frameworks principaux qui marchent en composants, ils sont vraiment sur des paradigmes assez similaires. Là où il y a 5 ans, il y avait des frameworks qui ne fonctionnaient pas pareil, mais pourtant ceux-là aujourd'hui font l'unanimité, là, parce qu'on a compris que voilà, les problématiques sont apparues sur des applications, des besoins d'évoluer plus vite, de, de segmenter plus les développements. Et finalement, les technologies évoluent vers une tendance logique par rapport au marché, par rapport aux technologies, par rapport à la puissance des téléphones qui permettent de faire des choses plus avancées.
Et c'est comme ça que du coup on arrive à centrer et à réfléchir. Et à partir de ça, là, je pense qu'on peut devenir un bon développeur parce qu'après, alors, il y a un dernier point, savoir lire des docs, savoir lire et comprendre. C'est un truc tout con. Mais dès lors qu'on a compris un peu comment fonctionnent les langages, comment lire une doc, lire des exemples, et après concevoir les choses, après que je maîtrise ou pas le langage ou je maîtrise ou pas le framework, ça n'a strictement aucun impact. Vraiment. Euh, euh, les points d'interrogation que je peux avoir sur un framework que je ne maîtrise pas à 100%, je les aurai en faisant. Je sais que ça existe. Je sais que, voilà, à ce moment-là, je vais la doc, je lis la doc, je l'applique, ça fait ce que je veux, ok. Et puis, 2-3 semaines après, je vais avoir à répliquer. Bon, je regarde ce que j'ai fait, je le refais. Ça, c'est pas un problème. La question, c'est surtout, voilà, j'ai compris pourquoi, dans quel environnement, et à ce moment-là, je maîtrise. Donc, c'est important, du coup, quand je parlais d'expérience, de pratiquer, c'est important parce qu'en fait, c'est en pratiquant, en se donnant des petits challenges, en essayant de faire des trucs qui marchent sans copier, en fait, de notre propre volonté. C'est là qu'on va creuser, on va se poser des questions. Pourquoi je fais comme ça? Comment ça marche? Et c'est vraiment ça qui, pour moi, fait un bon développeur. C'est la capacité de prendre le recul avec une certaine connaissance de l'entourage et, et la capacité d'appréhender la techno. Mais appréhender dans le sens même à la volée. Pas que appréhender qu'est-ce que je connais. Parce que finalement, des fois, je parle à des gens, je dis, mais je sais plus comment s'écrit cette fonction. Enfin bref, je m'en fous. Je sais qu'elle existe. Je sais qu'elle s'appelle à peu près comme ça. Je vais dans la doc, je trouve le nom de la fonction, je lis la doc. Ah oui, en entrée, elle a besoin de telle information, elle va faire ça. Voilà. Et c'est pas pour autant que devant le mec, je vais le coder instantanément. Alors oui, si cette fonction, je l'écris toutes les 10 minutes, mais si je l'écris une fois tous les ans, c'est sûr que je vais pas m'en rappeler par cœur. Mm. Mais ma capacité de développeur m'amène à savoir chercher et trouver rapidement ce qu'il faut. Très bien. On va passer un peu aux questions des spectateurs. Alors, je vois qu'il y en a une première. N'hésitez pas à en poser d'autres si vous en avez. Alors, c'est Inès Dev Junior qui nous dit parcours très impressionnant. Quels sont les plus gros changements dans le monde des développeurs web et de l'entrepreneuriat entre avant et aujourd'hui? Alors, dans le monde web, alors, je fais quand même pas mal de front, même si je Mm. fais aussi du back. Enfin, bref, je suis assez full stack, mais j'aime beaucoup le front. Déjà, je vais dire JavaScript, d'une, la vision qu'on a de JavaScript. Il y a 5 ans, 6 ans, JavaScript, c'était la peste. Hein. Ouais, j'exagère peut-être, allez, il y a 10 ans plutôt. Mm. Il y a 10 ans. JavaScript, c'était la peste. Après, JavaScript n'avait pas tous les outils, toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités qu'il y avait, etc. Euh, mais c'était presque une des seules façons de faire facilement des côtés interactifs sur les pages, même s'il y avait d'autres langages qu'on intégrer avec DirectX, bref, c'était un bordel techniquement. Et Mais ActiveX. Mais... ActiveX, oui, voilà. DirectX, ça n'a rien à voir. C'est pour la 3D. Mais j'en ai pas utilisé, c'est pour ça que je Oui, parle oh, bah, sans, t'as sans bien tout fait. connaître. Bon, enfin bref, le, le JavaScript était mal vu, mais aussi parce que la technologie était encore très, très loin de ce qu'on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a dans notre téléphone 10 fois plus de puissance qu'on avait dans des ordinateurs il y a 10 ans. Donc du coup, et tout le monde va sur des machines vachement plus puissantes. Donc du coup, aujourd'hui, la contrainte de la performance est moins une question qu'il y a 10-15 ans, où Mm. on ne pouvait pas utiliser n'importe quelle fonction parce que ça allait pas tourner, ça allait pas être assez puissant. Aujourd'hui, on a de la puissance à plus savoir qu'en faire. Donc du coup, en fait, le langage se sont dit maintenant, ok, on va pouvoir faire un peu plus ce qu'on veut pour arriver à des finalités, mettre en place des modes de développement. Et là, JavaScript, en fait, est ressorti, a évolué et a permis d'être un outil idéal pour... bah, idéal. On peut toujours faire mieux, mais il a gagné le combat. Bref, il s'est Ouais. imposé en monopole du front. Euh, Alors, moi, j'aurais tendance à rajouter un petit truc par rapport à ce que tu dis aussi. JavaScript, il y a 15 ans, le gros problème qu'on avait aussi, c'est que c'était pas uniforme d'un navigateur à l'autre. On avait beaucoup de différences. C'était vite l'horreur pour développer des choses un tout petit peu avancées. Et il y a eu quand même une période où on a dit stop, on arrête de faire n'importe quoi, on veut uniformiser, que tout le monde fasse pareil. Et c'est ça qui a changé beaucoup de choses surtout. Ouais, alors, là, je vais rajouter le côté économique derrière. Mm. On a uniformisé parce qu'il y a des grosses boîtes comme Mozilla et comme Google
qui ont commencé à créer des frameworks, des navigateurs qui ont commencé à grignoter les parts de marché Internet Explorer. Ouais. Internet Explorer, c'était en mode on s'en fout, on est les leaders, on s'en balèque, on fait ce qu'on veut. C'était Ouais. un peu ça. Hein. Microsoft, il en a rien à péter. Hein. C'était moi, je veux vendre des licences. C'est vraiment. Mais comme les acteurs sont arrivés, ont commencé à se dire tiens, nous, on va grappiller, et pour grappiller, on va commencer à faire les choses bien. Parce qu'en fait, c'était ça le Mhm. problème. C'est qu'on faisait pas les choses bien, on faisait les choses. On vendait les choses, mais on faisait pas les choses pour les gens. On faisait juste pour leur vendre des choses. Euh, et donc, du coup, on a commencé à faire des navigateurs qui commençaient à se mettre d'accord déjà entre eux sur une norme globale, à dire tiens, c'est même Mozilla, Google qui disent hey, ça serait bien qu'on puisse faire telle fonctionnalité en HTML, en JS, etc. Et après, il y a le consensus qui commence à évoluer, etc. Et donc tout ça, en fait, a fait qu'ils ont commencé à prendre des parts de marché, à se mettre d'accord, à apporter des fonctionnalités. Donc les gens ont été de plus en plus sur ces navigateurs, au point que limite Google a gagné le marché aujourd'hui. Hein. Même si Mozilla est encore derrière, mais Microsoft est mort. Euh, mais du coup, ça a créé une dynamique de faire évoluer le web, de proposer plus de possibilités aux gens, et derrière voilà, de donner plus de possibilités. En fait, c'est juste ça, c'est on a offert les possibilités, et à partir de ça, le JavaScript nouvelle génération a émergé et poussé le web encore plus loin pour développer mieux, plus rapidement, et faire plus de belles choses, quoi. Donc voilà, donc la question c'était voilà, est-ce que le web évolue? Il a évolué aussi dans l'accessibilité de l'information. Euh, En fait, ça va plus avec l'avènement d'Internet. Mhm. Avec Internet, la DSL, plus la fibre, enfin bref. Tout ça, ça a aussi permis aux gens d'accéder facilement et rapidement à de l'information. Euh, le site du zéro, au début, la majorité on se connectait dessus, c'était en 56K. Bref, je sais pas, une maison sur 10 qui avait peut-être Internet. Donc c'est sûr que les 9 sur 10 qu'il y a, ils ne pouvaient même pas apprendre sur Internet. À l'époque, on apprenait avec des bouquins. Mhm. Aujourd'hui, les bouquins, c'est Ouais, plus c'est une bien. ressource. Bref, moi, j'arrive pas à apprendre avec un bouquin, ou alors vraiment quand c'est des technos très spécifiques, il faut trouver l'auteur en anglais. Enfin, bref. Mais vraiment, on est sur des notions très poussées. Mais voilà, l'accessibilité à l'information, c'est un gros avènement. Euh, qui a ses travers aujourd'hui, hein, clairement. Moi, je vois les générations Y, comme nous, où finalement on a vécu la découverte d'Internet. Et donc, du coup, on a pu apprendre par nous-mêmes et on a appris à apprendre. Voilà, c'est ça. On a Mhm. appris à apprendre, on a appris à essayer d'avoir un esprit critique, à creuser. Là où aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes générations vont prendre Internet comme seule source de vérité. Mhm. Et du genre, si Google ne répond pas plus pile à la question, c'est la fin du monde. On va pas plus loin, on cherche pas pourquoi il n'y a pas de réponse. Donc voilà, ça c'est le côté traverse. Trop d'accessibilité rend feignant. Et sauf que. Il y a aussi la quantité d'informations, je pense, parce qu'à notre époque, moi j'ai commencé à peu près en même temps que toi, je suis de 87, mais j'ai commencé à 6 ans, donc ça fait du 93 à peu près. Ouais, J'ai eu Internet à peu près en même temps que toi. Et à notre époque, quand on cherchait une information, si on arrivait à trouver un site qui donnait cette information, on était content. ouais. Et là, aujourd'hui, on est plus sur le contraire, où il y a tellement d'informations, quand on fait une recherche, on trouve des millions de résultats, et il faut réussir à faire le tri et la part des choses entre tout ça pour trouver l'information qui nous intéresse vraiment. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, je pense, mais effectivement, on se retrouve avec des gens qui pensent que tout est sur Internet et qui vont chercher et qui vont peut-être se contenter de la première réponse alors que la deuxième est peut-être meilleure, quoi. Ouais, comme c'est une transposition de la vie. Ouais. Mm. Le savoir, il existe partout, mais il y a le bon et le mauvais savoir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont savoir dire de la merde dans la vraie vie. Hein. Mhm. Euh, Il y en a d'autres qui vont vraiment savoir, qui vont pas partager leur bon savoir, d'autres qui vont partager leur mauvais savoir. Mais ça marche pareil sur Internet. C'est-à-dire que beaucoup pensent savoir et vont donner cette information de façon globale, et d'autres vont dire, vont garder de la bonne information. Enfin, c'est pour ça que on revient au même principe qu'aujourd'hui où on parle des fake news c'est pareil dans le monde de l'information globale, de savoir. Il y a beaucoup de gens qui vont diffuser de la mauvaise information, à tort ou à travers. Hein. Il y en a qui pensent faire ça de façon pertinente. Euh, Mhm. mais, euh, mais voilà, c'est
voilà, plus c'est accessible, plus les travers apparaissent et plus il faut l'esprit critique. Et c'est là aussi cette notion d'esprit critique, je pense qu'on le perd pas mal et en tout cas on est de moins en moins éduqué pour. Ouais. Mais je suis plutôt d'accord avec toi. Aujourd'hui, le problème, c'est plus vraiment l'accès à l'information. On a accès à tout avec Internet. C'est plus justement avoir l'esprit L'analyser, critique et l'analyser. voilà, réussir à prendre du recul sur les informations qu'on nous donne pour garder le bon et éliminer le mauvais. Mais bon. Ouais. Je Euh, prends l'exemple, hein, des fois il y en a qui regardent des cours. Alors, je parle Open Classroom par exemple, j'ai des étudiants des fois qui vont voir telle personne sur YouTube, etc. Des fois il me ressort des choses, je dis mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais c'est l'autre, il a dit. Ouais, il fait ça pour le plaisir et tout, mais en fait il est amateur, il est pas pro, il n'a pas assez d'expérience, etc. Et en fait, c'est pas une bonne pratique qu'il partage. mhm. Et toi, tu as regardé ça comme si c'était la référence. Et donc tu te poses plus la question de est-ce que c'est bien ce que je fais ou pas. Tu prends une référence comme un argent comptant, quoi. Et, et en fait, du coup, tu vas avancer avec des mauvaises pratiques qui vont en plus être potentiellement préjudiciables pour la suite. Ouais. Mais j'avais aussi deux petits trucs à ajouter par rapport à cette question, ce qui a changé entre avant et maintenant sur le monde du développement. Euh, il y a aussi l'évolution des technologies, parce que je me souviens, moi, quand j'ai commencé le développement et les études et ce genre de choses, enfin, quand j'ai commencé le développement, déjà, les choses changeaient une fois tous les 5 ans. Quand j'étais en études, je travaillais sur des frameworks, du .NET, du Java ou des choses comme ça. On avait une release tous les 6 mois ou tous les ans qui venait modifier des choses. Mhm. Et là, aujourd'hui, on est sur des mises à jour qui sont mensuelles, voire même plus souvent que ça. On peut avoir des fois des mises à jour toutes les semaines d'un framework, d'un langage, et avoir beaucoup de choses qui changent. Et les choses changent beaucoup plus vite qu'avant, et tout évolue beaucoup plus rapidement. Et il y a aussi beaucoup plus de choses qu'avant. Et je pense qu'il y a une partie de tout ce qui est aspect communautaire qui a joué là-dessus. Avant, beaucoup de choses étaient propriétaires, ou pas très publiques en tout cas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils, beaucoup de choses qui sont développées par des communautés qui sont donc actives 24 heures sur 24, qui font évoluer les choses beaucoup plus rapidement qu'avant. C'est vrai. Et c'est pas toujours facile de suivre aujourd'hui. Avant, on avait du mal à accéder à l'information, mais il y avait assez peu d'informations à accéder au final. Et quand on la trouvait, on avait tout ce dont on avait besoin et on s'en sortait bien. Et aujourd'hui, on a plus de mal à trouver les infos et il y en a de plus en plus souvent. Et ça devient primordial, je pense, en tant qu'apprenant comme en tant que développeur expérimenté, Mhm. de savoir utiliser les outils de recherche pour trouver ce dont on a besoin. Ouais, tout à fait. Et ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le fait d'être un bon développeur. Le bon développeur, c'est la personne qui va savoir trouver l'information dont il a besoin. C'est impossible de tout retenir de toute façon. La meilleure chose à faire quand on veut évoluer dans ce métier-là, et probablement dans d'autres métiers aussi, c'est de savoir trouver les informations. Ouais. Et une fois qu'on sait faire ça, on peut devenir développeur. Mhm. Donc, et c'est aussi pour ça, moi, dans ce domaine, aujourd'hui, il y a une tendance aussi, c'est que je supporte pas trop. C'est les pros langages. Les pros quelque chose. En front, je fais de l'Angular, je fais du Vue, je fais du React. Bref, pour moi, c'est pas une problématique de passer de l'un à l'autre. Mais à la base, je suis plutôt Angular. Euh, Oui, on a tous nos préférences après. voilà, parce que voilà, moi j'ai découvert Angular JS au début, j'ai évolué avec. Bref, c'est un peu historique quand même. Euh, et, euh, et en fait, dans le monde du React, il y a eu beaucoup, il y a 2 ans, 3 ans, les pros React étaient très 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 virulents. Du genre, c'était React et rien d'autre. C'était si tu fais pas du React, t'es une merde. Si tu fais de l'Angular, c'est de la merde. Alors que moi, je ne comprends pas cet état de fait. Mais je dis pas que React c'est de la merde. J'ai pas vu c'est de l'air. J'ai dit c'est différent. Ils ont un peu leur. J'ai, je peux très bien utiliser l'un ou l'autre. Ils répondent chacun à des problématiques différentes. Euh, et en fait, il y a aussi cette histoire de communauté qui est un peu des fois un peu extrémiste. Mhm. Il y a aussi, c'est un peu comme dans tout, hein. Il y a toujours des petites tranches plus bavardes que les autres ou qui gueulent plus fort, un peu extrémistes. Et moi, je suis contre ça. Je suis plus dans le dialogue de bah, pourquoi tu fais ça, comment essayer d'apprendre de l'autre son mode de pensée plus que l'outil en fait. Euh,
L'outil ne fait pas l'artisan. C'est sa façon de s'organiser, sa façon de travailler, sa façon de voir les choses. Et voilà, enfin, c'est un point que je voulais souligner, quoi. Ça revient un peu à ce qu'on avait dit la dernière fois avec Guillaume au précédent Friday. On avait parlé un peu justement du choix des outils et au final, il y a plein d'outils qui existent, il y a plein de technologies qui existent. L'idée, c'est qu'il y en a qui ont enfin, elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas à choisir une technologie et dire je ferai que ça toute ma vie. Il faut plus justement faire la part des choses et savoir bah, pourquoi je choisis ça, en quoi ça répond à mon besoin. Et le choix qu'on va faire pour un projet n'est pas nécessairement le meilleur choix pour un autre projet, quoi. Tout C'est à fait, tout dépend des circonstances, de ce qu'on fait. Et l'idée, c'est de savoir prendre le recul pour répondre à un besoin, en fait. tout à fait. Même si on a ses préférences toujours, hein, on a toujours nos petits chouchous. Mais bon, Je vois une faut pas se question fermer. d'Inès encore. Oui, il y a une deuxième question d'Inès. Comment se démarquer en tant que développeur ou junior? Quels sont les langages ou spécialisations les plus recherchés sur le marché? Alors, clairement, je vais pas répondre vraiment à quels sont les langages spécialisés les plus recherchés sur le marché. Déjà, c'est pas mon travail et c'est pas Hmm. moi la référence. Parce que du coup, déjà, ma réponse va être orientée de par mon expérience et sera pas assez objective. Je peux juste te dire des tendances. Globalement, aujourd'hui, quand je travaille avec des gens, et sur le front, ils vont faire plutôt du React ou de l'Angular, voire du JS, ça reste. Euh, mais c'est pas le fait, est-ce qu'il faut faire le React, est-ce qu'il faut faire l'Angular plutôt? Ma question, moi souvent, je dis, c'est on s'en fout, fais-en un. Si tu apprends à faire un, si on doit te mettre sur des projets pour apprendre sur un autre, ça ira très vite. Mhm. Parce que c'est un paradigme, c'est un mode de pensée, c'est pas un problème. J'ai même eu des fois à recruter des gens. euh, on voulait quelqu'un qui était plutôt Angular. Clairement, le peu qui avait fait de l'Angular ne nous intéressait pas, alors que celui qui nous intéressait, c'était celui qui avait fait du React. Pourquoi? C'est pas parce qu'il avait fait du React, c'est qu'il avait fait des projets perso. Il avait creusé des idées. Il était curieux et il était là en train de montrer ouais, j'ai fait ça en React, je suis mis un défi, j'ai appris tel techno en React. Enfin, derrière, il m'a montré il a fait des choses, qu'il était, on va dire, dans la volonté, dans la curiosité, dans la recherche des choses et tout. Et au final, je me suis dit, avec ce genre de mode de pensée, il va passer en Angular en 2.2, il va lire la doc, il va faire en même temps, on va lui montrer. Ça ira très très vite. Mais il sera déjà dans cette démarche. Alors que le mec qui a fait du React et qui finalement, ah, j'ai fait les cours à l'école, j'ai fait les projets de l'école et puis c'est tout. Et t'as fait quoi depuis la sortie de l'école? Bah rien, rien. Bah, il n'est pas dans une dynamique. Aujourd'hui, il y a quand même en plus de développeurs juniors. On commence à avoir le choix et ben on va choisir celui qui montre un peu plus de passion, qui marque une volonté d'aller un peu plus loin, de creuser, etc. Donc c'est pas une compétence qu'on cherche de plus en plus, c'est plus un état d'esprit, un mode de fonctionnement. Et tout ça, ça passe beaucoup par le fait de faire des projets. Alors c'est un peu même à l'américaine. Le monde de l'informatique pense plus américain que le mode français. Le mode français, c'est quoi? C'est t'as les plus grands diplômes, donc on va te mettre. Etc. Dans l'informatique, ça marche moins comme ça. C'est plus comme les Américains. T'as fait quoi dans ta vie? T'as fait des projets, tu peux m'en parler et tout. T'as eu des problèmes, explique-moi tes problèmes, c'est intéressant. Comment t'as résolu le problème? Ah ouais, c'est intéressant. Lui, là, qui nous a parlé de tous ses problèmes, bah, il m'intéresse plus que l'autre parce que finalement, s'il a eu des problèmes, c'est qu'il a creusé. Il a appris beaucoup de choses en faisant des erreurs et il va avoir une vision beaucoup plus, on va dire, percutante dans la recherche de problématiques et d'arriver à ses fins. Donc pour moi, clairement, c'est se faire des projets, apprendre des technos pour se différencier et vendre ça, en fait. Les développeurs, c'est des produits hein, sur le marché, sur un marché qui veut acheter des développeurs, quoi. Et pourquoi ce produit est mieux que l'autre? Bah, parce que il a des compétences autres que le développement, mais dans la recherche, dans le savoir-être, dans sa capacité d'appréhender les choses parce qu'il a fait des projets. Alors, les projets sont là aussi pour démontrer. Si derrière vous montrez un GitHub, le mec il a fait 5-6 projets sur les 3 derniers mois, il a fois des c'est hébergé en ligne, enfin, le mec il est dedans quoi.
Là c'est intéressant. Parce que le mec, ça veut dire qu'en plus, dans la boîte, il va être force de proposition aussi. Il va. Bon, bref. Faut pas. On pense un peu trop que l'informatique aujourd'hui, c'est l'Eldorado, dans le sens où c'est le plein emploi. C'est plus, on va pas se mentir, c'est moins sur les niveaux bac plus 2-3, c'est un peu moins le plein emploi. Parce qu'il y a de plus en plus, on m'a tellement dit que c'était l'Eldorado qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sur le marché. L'Eldorado, il est encore, mais sur les niveaux bac plus, Et où encore il y a plus un sur gros des manque de personnes compétences. expérimentées que sur des gens qui sortent d'école aussi. C'est ça, Mm. expérimenté ou bref, qui vont avoir cette compétence qu'un ingénieur qui est vraiment la gestion de projet et la prise de recul. Mm. Euh, donc voilà, bref. Je retire Euh, rien du tout à ce que tu dis, je suis d'accord avec toi. Au final, c'est vrai qu'on peut s'adapter. C'est pas parce qu'on a fait du React qu'on est incapable de faire de l'Angular. On peut s'adapter facilement. Pour préciser un petit peu, c'est quelque chose que j'ai déjà répété plusieurs fois aussi. Si vraiment on veut optimiser et trouver la bonne techno qui marche bien, il n'y a pas vraiment une techno de manière générale qui ressort largement devant les autres. Il y a toujours de la concurrence et ça a tendance à varier de région en région. On va avoir plus d'une certaine techno sur l'île, plus d'une autre sur Toulouse, plus d'une autre sur Lyon, etc. Donc moi, ce que je recommande quand vous hésitez justement, est-ce que je fais du React, est-ce que je fais du Vue, est-ce que je fais de l'Angular pour apprendre, bah, un indicateur qui peut vous aider à choisir, c'est regarder les offres d'emploi dans votre région et si vous voyez 90% des offres d'emploi c'est du React, bah vous savez par quoi commencer quoi. Bah oui, tout à fait. En fait, c'est un indicateur, mais qui dit tiens, euh, il faut se lancer quoi, faut tester, Mhm. et puis ça fait de toute façon quelque chose de la matière quoi. Ouais. Et c'est pas parce que vous Euh, avez fait React et que demain il y a plein d'offres en Angular que vous avez perdu votre temps. Ça c'est sûr. Tout à fait. J'ai juste un truc à rajouter. Mhm. Parce que je suis entrepreneur et, en plus que développeur. Et après aussi cette notion, alors là, je me dis, ouais, si je me mets freelance et tout, quels sont les langages les plus recherchés ou les plus porteurs. Moi, je vais avoir un avis assez tranché dessus. Euh, je vais défendre WordPress. Le développeur PHP de base, un peu comme on parlait de React, il va être réfractaire à WordPress. C'est de la merde, c'est codé avec les pieds, bref. Un avis très très argumenté. Après, si on regarde ça d'un point de vue business, euh, parce que finalement, quand on est entrepreneur, il y a un moment, il faut faire de l'argent, il faut produire, vendu, produire des choses vendues pour gagner sa vie, etc. Et ben, je peux vous dire clairement que maîtriser WordPress, développer des thèmes WordPress, développer des extensions, des plugins, euh, ça a un axe très lucratif parce que ça permet de développer des choses à une vitesse folle. Euh, et donc, on se fait un taux journalier vachement plus intéressant. Là où quand on fait des développements très spécifiques avec des frameworks comme Symfony ou quoi que ce soit, il y a toujours une part d'inconnu. Même si on va essayer de bien chiffrer en amont, etc. Il y a toujours des couilles, des trucs techniques parce qu'on pousse les choses. Et cette part d'inconnu va souvent aussi vous foutre dans la merde parce que vous aurez vendu tel prix, le client va payer plus, mais tu lui as promis quelque chose et que tu n'avais pas anticipé quelque chose. C'est des choses qui rendent le business beaucoup moins sûr. Alors qu'un Mhm. WordPress, on sait où on va, on sait comment on va, on sait comment le vendre. Euh, et alors je dis WordPress, développeur WordPress, hein, je ne parle pas que de faire des thèmes, etc. Je sais aussi de un client, par exemple, une fois, moi, un plugin logistique pour qu'il puisse scanner ses produits de vente et que ça crée automatiquement les envois de mails, les suivis de commandes aux différents parcours. Finalement, c'était pas si compliqué. Fallait juste être bon développeur PHP et connaître le fonctionnement. Mais après, on est sur des logiques, etc. Et ça s'est bien rendu, ça s'est très bien passé. Là maintenant, ça se passe bien. Juste bien connaître, après savoir ce qu'il faut sécuriser, etc. Et sur ces points-là, faut pas avoir de dogme. On a le droit de dire ça m'intéresse pas. On n'a pas le droit de dire c'est de la merde. Faut comprendre. Il faut, ou alors il faut l'argumenter parfaitement. Mais euh, des fois, on peut pas être entrepreneur en ayant l'état d'esprit. Moi, je vais faire le meilleur langage du monde, le code du monde.
Oui, mais si tu n'arrives pas à le vendre le temps que ça te prend, Mm. bah tu crèveras la dalle parce que tu pourras pas payer ton loyer, quoi. C'est très factuel, quoi. Ouais. Bah justement, moi, WordPress, j'ai horreur de ça. Ah, C'est mais un j'ai pas truc, de souci avec ça. c'est un truc que je ne peux pas supporter. J'en ai déjà fait, mais j'accroche pas du tout. Je peux expliquer rapidement pourquoi, mais je reconnais quand même un truc, WordPress. C'est un outil qui peut être très pratique si vous avez besoin de faire un petit site rapidement à petit budget. Ça, vous allez pouvoir très rapidement vous faire un truc rapide, mettre en ligne en quelques jours, voire quelques semaines si vous voulez vraiment aller loin. Et du coup, bah voilà, ça peut faire gagner du temps sur beaucoup de choses. Ça peut permettre de remplir le compte en banque en vendant deux trois sites, des petits trucs de quartier ou des choses comme ça. Et pour ça, j'ai rien à redire. Ce qui me comment Ce qui me perturbe un peu plus, c'est quand même une grosse machine pour souvent pas grand-chose. Ça nécessite d'être maîtrisé si vraiment on veut faire quelque chose de très bien avec WordPress. Et il y a beaucoup de monde qui le maîtrise pas, qui l'utilise sans le Ah, ça, maîtriser. c'est sûr. Ouais, mais Et, c'est aussi le fonds de commerce. hmm, et Le fonds de commerce, c'est- plus il y a des gens qui font de la merde, plus tu as du boulot parce que derrière, tu vas réparer le problème, ah bah ouais, le ouais. travail des autres. Et alors, je voudrais dire, WordPress, c'est 60% des sites web du monde. Je crois que c'est un peu plus que ça même, mais Bah, enfin, bref, c'est qu'à l'échelle du monde. Enfin, bref, donc c'est aussi une source de travail énorme. hmm. Euh, et après, il y en a qui vont dire c'est de la prostitution de travailler dans le domaine. Bref, il faut se Et- varier, il faut varier. Moi, je suis plutôt. Bah, après, c'est mon état d'esprit. Vous avez bien vu, je fais plusieurs activités. Je suis incapable de me concentrer sur une seule activité. Donc, savoir faire plusieurs choses, c'est fondamental pour moi. Et après, j'ai tendance à penser aussi que WordPress, tu vas peut-être me donner tort, hein, mais quand on commence à faire des choses qui sont très spécifiques, on ne va pas trouver du coup les plugins ou les choses dont on a besoin, on est obligé de faire du sur-mesure, et ça va peut-être prendre un peu plus de temps que si on avait fait un site from scratch, quoi, de développer cet outil sur mesure, parce qu'il faut vraiment adapter l'outil par rapport à WordPress, quoi. Ça dépend les enjeux, Hmm. vraiment. Si derrière, tu es obligé de développer ton SEO, donc créer des pages rapidement pour créer du contenu sur différents mots-clés, etc., tu n'iras jamais plus vite qu'avec un Ah WordPress, bah oui, avec un builder et des choses bien paramétrées. c'est sûr. Et ça peut prendre énormément de temps. Quand on doit se concentrer sur le marketing, on a plus à faire que de se faire chier sur la technique. Euh, pour le e-commerce, avec WooCommerce, on arrive à déployer des e-commerce hyper rapidement. Euh, si on a besoin d'une base utilisateur, il y a déjà une base utilisateur. Si on veut utiliser, il y a des plugins comme Custom Post ou Advanced Custom Field qui permettent Mhm. de créer des semblants de CRM sur des ressources très particulières. Finalement, ça répond à un pourcentage énorme des besoins des clients de façon générale. Hmm. La question, c'est voilà, aussi quelle est la cible de mes clients. Ouais. Si je tape sur des PME, c'est sûr que je suis plus dessus. Après, si je suis sur des technos, sur des nouveautés, des solutions SaaS, nouvelle génération, startup et tout, WordPress, on Mhm. oublie tout de suite. Et Ouais. voilà, c'est quel est mon marché, qu'est-ce que je veux faire, etc. Quoi. Bon. On va enchaîner un petit peu parce que toutes les questions arrivent à la fin, il nous reste à peu près 10 minutes maximum. Les salaires sont-ils réellement élevés en général? Plus de 3 000 € net? Ouais, c'est un fantasme. Alors, les salaires sont un peu plus élevés que le SMIC en tout cas. C'est 3 sûr. 000 € net, on est plus sur quelqu'un d'expérimenté ou alors vraiment de la région parisienne, quoi. Ouais, voilà. Et, il faut se dire aussi, il y a un écart entre Paris et la province. Mhm. Ouais, il y a 30% de différence entre Paris et la province en moyenne. Ouais, ça Et, paraît cohérent comme chiffre. bon, je connais mieux les salaires de province. En province, si vous arrivez déjà à décrocher un contrat où vous avez du 1 800 2 000 € net par mois, en junior, je pense que c'est quelque chose de raisonnable déjà. Ouais. Sachant qu'on peut très vite évoluer Hmm. et très vite faire valoir son évolution et faire des augmentations de salaire. Ça, il faut pas, il faut penser à ça. C'est pas un métier où on va attendre 10 ans pour avoir une augmentation, c'est sûr. Ah non, C'est non. faut compter 1 à 2 ans d'expérience pour vraiment se sentir à l'aise et après ça monte progressivement quoi. Et si on veut pas, si la boîte veut pas évoluer, vous Il y allez en a monter en d'autres. compétences et vous ferez embaucher ailleurs. Le Avec, marché, il est très, avec 2 ans d'expérience, vous allez être embauché partout derrière, hein. Beaucoup plus voilà. facilement en tout cas. Faut avoir ça en tête.
Ensuite, utilisez-vous des outils no-code? Que pensez-vous de son succès actuel? Alors moi, je n'en utilise pas du tout et je ne m'y suis jamais intéressé. Toi, je sais pas, Quentin. Euh, Vite fait, via WordPress, on va dire, avec un bon builder, etc. Et encore, moi, je fais du code derrière. Mais c'est marrant, hier, j'étais à un coworking, et il y a un mec, le mec, il est spécialisé dans l'accompagnement à la numérisation des petites boîtes, etc. Et lui, il fait du no-code à 100%. Ok. Il connaît plein d'outils, il sait tout connecter, etc. Bref. Euh, et il fait du business, hein. Il fait du business, il s'est accompagné, etc. Il gère le truc. Euh, le no-code n'empêche pas le besoin de culture du fonctionnement des choses. Euh, J'ai presque envie de dire, il faut avoir développé. Parce que si tu sais pas que ton service il a besoin d'être connecté à un autre service, si tu connais pas le mot Zapier, Mm. tu sais pas ce que c'est Zapier et ce que ça fait, etc., t'arriveras pas à faire avec ce que tu veux avec le no-code. Pour atteindre à réussir à faire ce qu'on veut avec du no-code, il faut avoir une culture de tous les outils. Et donc c'est du travail, du temps à passer. Euh, et la question c'est est-ce que je passe le temps à devenir expert no-code ou expert code. Enfin bref, Mm. c'est Ah, choisis ta voie. ouais. Mais Et qu'est-ce que... Pardon. j'en ai un tout petit avis dessus par rapport à ce que j'ai entendu, mais comme je disais, je connais pas vraiment très bien. J'ai l'impression que c'est un truc sur lequel il y a un marché, il y a de la demande. Après, il y a des gens qui ont tendance à dire que le no-code remplacera un jour le code. Je suis pas convaincu non plus, c'est deux choses différentes. Ouais, je suis pas convaincu du tout non plus. C'est deux choses, ouais, c'est vraiment deux choses différentes. Il y aura toujours besoin de... On aura toujours besoin de sur-mesure, ne serait-ce que par l'évolution des marchés, des mentalités, des technos. Il faut bien quelqu'un qui fasse le code de l'outil no-code aussi. Ouais. En fait, le no-code, c'est presque comme dire la robotique va mettre tout le monde au chômage. Ouais. Non. Il y aura toujours besoin de développeurs derrière. Mm. Euh, et comme derrière les robots, il y aura toujours besoin de gens réglés pour faire la maintenance, etc. Le no-code fait évoluer le marché plus que s'approprie le marché. Et ensuite, alors, il y avait deux questions en une de Nathalie. Alors, il y en a une qui est spécifiquement pour toi. As-tu fait une formation pour faire de la maroquinerie? Euh, Vu que j'ai appris l'informatique tout seul, j'ai un peu appris la maroquinerie. Bon, après, j'ai fait des petites formations par-ci par-là de découverte ou quoi que ce soit. Mais après, j'ai aussi appris beaucoup en regardant des vidéos. Et après, la maroquinerie, c'est aussi dans le savoir-faire, il y a faire. Donc, Mm. pour savoir faire, il faut faire. Après, c'est de l'entraînement. Oui. À chaque fois qu'on fait un truc, on s'améliore et on se rend compte de problématiques qu'on prend en compte sur la fois d'après, on apprend. Alors après, c'est pas la voie, on va dire, traditionnelle dans le sens où j'ai pas appris tous les bons termes au début, j'ai pas appris toutes les bonnes façons de faire. Euh, Quel est l'objectif? La finalité, c'est quoi? C'est de faire un beau produit au final qui marche, qui tient bien, ou c'est de faire comme tout le monde veut faire. Euh, Clairement, pour moi, c'est un bon produit. Il y a plusieurs façons de faire. Alors, c'est sûr que là, je fais de plus en plus de petites formations par-ci par-là avec du CPF et tout pour recadrer des points où je sais que je suis fébrile ou où il y a des choses à progresser. Mais ça n'empêche que je suis fier de ce que je fais, déjà. Ça me plaît grave. Et puis après, si les gens achètent, c'est que c'est bon. Euh, donc, euh, euh, donc formation auto, on va dire. J'ai appris tout seul avec des compléments de petites formations, voilà. Plus en mode module. Euh, voilà. Et l'autre question, sinon, c'était apprendre la technologie Symfony PHP est plus difficile que les technos de JavaScript. Je dirais que Moi, non. non. Ouais. Voilà, c'est C'est ça une à, réponse. c'est à la fois assez similaire, avec pas mal de différences, mais Je dirais la courbe de progression est la même. hmm, Et je pourrais même dire elle est peut-être plus facile quand on va un peu plus loin dans le PHP, dans le Symfony, que dans le JavaScript, dans les frameworks, j'ai envie de dire, on peut atteindre vite des notions dès qu'on tape sur du Redux, hmm.
des notions plus avancées comme ça. C'est peut-être. Je sais pas. Je sais pas, parce que PHP, il y a quand même. Enfin, j'ai l'impression quand même que PHP est nettement plus facile au début avec le fait que justement qu'on n'ait pas de variable typée, on peut travailler en procédural, on oublie complètement tout ce qui est objet et on commence par faire des choses très simples, on définit une variable, on l'affiche, voilà. Alors que JavaScript, même en faisant simple, on arrive très rapidement dans de la manipulation d'objets, du prototypage ou des choses comme ça et je pense Bah, que disons que JavaScript est très lié à l'interface. ouais. Et ça veut dire qu'en fait, quand on fait du PHP, on fait que du PHP serveur. Mhm. Alors que quand on fait du JavaScript, on ne fait pas que du JavaScript. Oui. On fait du HTML, du rendu, on Ouais, c'est vrai fait de qu'il y a... l'appel API. Donc en fait, c'est pas JavaScript qui est compliqué en soi, c'est que JavaScript implique de faire plus que du JavaScript. Là où PHP, on peut faire beaucoup de choses. Bah, il y a des notions quand même qui sont dans les bases du JavaScript, comme le fait d'avoir de la synchrone. Euh, et tout est en objet. Dès que tu fais un document, toi, quelque chose, tu tapes sur un objet. Le DOM, c'est un objet. Pour moi, en tout cas pour le tout début, PHP va être un petit peu plus simple que JavaScript. Dès qu'on passe les trucs de base, les structures itératives conditionnelles et ces choses-là, qu'on rentre un peu dans l'APO, ça va être assez similaire. Et après, quand on va avancer un peu plus, j'aurais tendance à dire que JavaScript, au niveau du framework, ça va être plus facile que du PHP. Bah, disons que ça structure les choses, quoi. Il y a quand même des notions un peu plus avancées aussi. Enfin, c'est le fait aussi que le PHP ce soit du back-end. Mais tu as tout ce qui est notion de sécurité, d'architecture de communication et de choses comme ça qui vont compliquer les Après, choses sur les trucs avancés. avec le recul, ouais, je me rends compte que je suis incapable d'être objectif. Voilà, Ouais. c'est la bonne conclusion. Je suis Euh, incapable d'être objectif. J'ai appris les deux dans deux contextes de façon différente, les deux. Et mais je suis. puis Bref. à toi, à la base, tu es plus développeur front et tu fais un peu de back-end, et moi, je suis plus développeur back-end et je fais un peu de front. Et du coup, on n'est pas Bah, d'accord. alors, non, à la base, je suis plutôt. Toute ma jeunesse, c'était PHP. Ah, d'accord. J'avais cru comprendre le Euh, contraire. non, bah non, JavaScript, quand on était jeune, c'était pas ça, hein. Ah oui, bah non, c'est sûr. Ah non. Donc, dire que le JavaScript d'aujourd'hui, il a 5 6 ans, hein. Ouais. Avant, c'était pas du même JavaScript. Donc, bref. Bon. On a une dernière, alors c'est pas une question. Inès qui dit merci beaucoup pour vos réponses. On a besoin d'entendre certaines vérités. Super initiative, c'est live. Eh ben, merci à toi d'avoir été présente, d'avoir posé des questions. N'hésite pas à revenir. Je le rappelle, les Fridays, on va essayer d'organiser ça tous les vendredis. Ce sera pas toujours à la même heure, mais je vais essayer de varier les invités. Là, on avait Quentin. J'espère qu'il aura l'occasion de revenir un de ces jours. Oui, bah, pas de souci. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, hein, ça fait 1 heure, on va enchaîner avec autre chose après. En tout Ouais, cas, ça a été un plaisir de te recevoir, super intéressant les échanges avec toi. merci de m'avoir reçu. Moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau live sur la création d'une modale avec un diaporama à l'intérieur. Je vais voir très rapidement pour planifier le prochain FryDev. Et si jamais vous avez des questions qui restent, n'hésitez pas à venir sur le Discord Training Dev pour venir les poser. Si c'est pour moi, je vous y répondrai. Si c'est pour Quentin, je lui transmettrai aussi. Et voilà. Merci d'avoir été présent à tous. Quentin, merci à Pas de toi aussi souci. encore une fois. Je te souhaite une bonne journée et à vous aussi. Et à très bientôt. Allez, salut.